Donald Trump et Elon Musk peuvent-ils servir de modèle aux nationalistes européens? Oui et non. Plutôt oui chez les leaders de l'extrême droite européenne réunis le week-end dernier à Madrid sous le slogan ouvertement décalqué du Trumpiste « Make Europe Great Again ». Plutôt non pour Marine Le Pen, qui était pourtant l'une des têtes d'affiche de cette même réunion, aux côtés du Hongrois Viktor Orban et de l'Italien Matteo Salvini. Plutôt oui pour vous, Jordan Bardella, si j'ai bien lu votre interview de Valeurs Actuelles, je vais y revenir. Mais d'abord Madrid, avec l'idée partagée par Viktor Orban et Marine Le Pen que des États-Unis à l'Autriche, en passant par l'Argentine et l'Italie, une même vague électorale est en train de déferler. A világot a Trump tornádó néhány hét alatt megváltoztatta. Egy korszak véget ért. Tegnap mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui? Milei, Trump, Orban, Meloni, les résultats, le parti, notre parti allié autrichien est en tête, nous sommes en tête. Nos amis flamands sont en tête. Je veux dire, à un moment, il se passe quelque chose, il faut l'analyser. Et moi, je crois que c'est une forme de renaissance à laquelle on assiste. Une renaissance, dit Marine Le Pen. Bon, c'est dommage, le nom a été pris par un autre parti. Vous parliez des réserves de Marine Le Pen à l'égard de Donald Trump. Oui, pas d'approbation sur le fond dans ses déclarations de Madrid. On ne comprend pas toujours ce qu'il dit ou ce qu'il veut. Par exemple, sur Gaza, a dit Marine Le Pen, il est très américain. Moi, je suis très française. Et la France ne doit pas être assujettie aux États-Unis, etc. Le Rassemblement national, ces derniers mois, a affiché beaucoup de prudence. Il s'affiche beaucoup moins trumpiste qu'Éric Zemmour, naturellement, mais aussi moins que l'allié du RN, Éric Ciotti. Vous savez qu'il peut être embarrassant d'apparaître en soutien d'un leader prêt à piétiner l'Europe et les intérêts des Européens. Vous n'ignorez pas sûrement l'inquiétude qu'il peut susciter dans les sondages. Les 2/3 des Français ont une mauvaise opinion de Trump et craignent les effets de sa politique. L'électorat du RN même est partagé sur Trump, environ moitié-moitié. Mais voici qu'apparaît en pleine lumière un autre modèle possible. Elon Musk. Exactement, c'est la surprise de votre interview à Valeurs Actuelles. Je vous cite, les Français se demandent où passe leur argent. Une fois au pouvoir, nous réaliserons un audit complet de l'État. L'idée d'un ministère de l'efficacité gouvernementale porté par Éric Ciotti sur la base du projet d'Elon Musk m'apparaît comme une piste à étudier sérieusement. Fin de citation, révélation, parce que je ne vous savais pas adepte de la tronçonneuse. Pourquoi dites-vous ça, Patrick? Parce que la tronçonneuse, c'est le programme d'Éric Ciotti. Le voici, celui qu'il a présenté il y a 3 semaines. Il y a des tronçonneuses quasiment dans toutes les pages. Là. Plusieurs modèles différents Non, c'est le même modèle, mais avec UDR, c'est le nom de son parti, sur la lame. Donc ça peut faire mal. Pour illustrer ce qui serait une véritable purge. 120 milliards d'économies par an, 600 milliards en 5 ans sur la dépense publique, réduction de 30% du parc immobilier de l'État, suppression d'une centaine d'agences, alors ça c'est aussi ce que vous proposez, et pas moins de 100 000 normes supprimées, le principe de précaution, la loi SRU sur les logements sociaux, l'encadrement des loyers, etc. La suppression des départements et des métropoles pour ne garder que 2 échelons, communes et provinces, voilà. Donc ma question c'est, êtes-vous, Jordan Bardella, un converti à la méthode Musk-Ciotti de la hache ou de la tronçonneuse ? Non, moi je fais le constat que... Non, vous n'êtes pas converti. Je fais le constat que la France est aujourd'hui économiquement en train de décrocher par rapport aux États-Unis qui ont fini l'année 2023 avec près de 3% de croissance. On a une croissance quasiment nulle aujourd'hui. Il y a eu 66 000 défaillances d'entreprises l'an dernier et une situation budgétaire qui est extrêmement préoccupante. Ça fait 50 ans que la France vit au-dessus de ses moyens. Et je pense qu'on ne peut pas redonner de l'oxygène financièrement et fiscalement parlant à nos compatriotes et à nos entreprises, qui m'apparaît une priorité aujourd'hui absolue dans une économie qui a les taux de prélèvement obligatoires parmi les plus élevés de l'OCDE et des économies développées. Mais pour ça, il faut couper la mauvaise dépense publique. Et beaucoup de nos compatriotes... le mammouth, c'est ce que vous dites. Les Français qui nous regardent ce soir ne comprennent pas qu'ils payent chaque année toujours plus d'impôts, qu'on est l'un des pays qui prélève le plus et où, parallèlement à ça, les services publics dysfonctionnent chaque jour davantage. La santé dysfonctionne, la sécurité n'est plus assurée, l'école donne des résultats qui, au regard des classements 2017, PISA, c'était le totem d'Emmanuel Macron. En tout cas, les prélèvements obligatoires sont aujourd'hui à 46%. Les voisins allemands, on est autour de 40%. Donc moi, je pense qu'il faut couper dans la mauvaise dépense publique. Et parmi les totems, il y a évidemment la question migratoire, on en a beaucoup parlé pendant l'année 2024, mais je pense qu'il faut aussi que l'État revienne à la raison sur le plan budgétaire. Et vous citiez Patrick Cohen,
un certain nombre d'agences qui sont mentionnées notamment par nos alliés de l'UPR d'Éric Ciotti. Mais il y a 1200 agences aujourd'hui qui sont des agences publiques, qui sont financées par l'argent du contribuable. Ce maquis d'opérateurs publics, c'est entre 70 et 80 milliards d'euros. Et il y a des agences à l'utilité plus que discutable. Mais vous licenciez tout le monde. Je vous donne un exemple très simple. L'ADEME, par exemple, l'Agence du développement durable, alors qu'on a déjà un ministère de l'écologie, un ministère de l'environnement, qui fait des campagnes de publicité pour expliquer aux Français combien de fois par semaine on doit laver son linge. Je pense que c'est futile. Non, je pense que je pense que les Français peuvent parfaitement se renseigner sur Internet pour savoir à quelle fréquence ils doivent laver leurs chemises, leurs jeans, et qui sont parfaitement grands pour le deviner eux-mêmes sans qu'on utilise leur impôt pour financer ce type de campagne. Donc vous licenciez l'agence tous les agents régionale de l'ADEME de santé. Je vais y venir. L'Agence régionale de santé, qui, à côté du ministère de la Santé, en pleine crise sanitaire et en pleine crise Covid, demande aux hôpitaux et aux organismes de santé de fermer des lits. Je pense qu'on peut se passer des agences régionales de santé et qu'on doit débureaucratiser les services publics. Et je pense également qu'au travers du développement de l'intelligence artificielle, au travers de la mutualisation de certaines missions entre ce type d'agences et les ministères, on peut gagner en efficacité. Vous vous souvenez que pendant la campagne des élections législatives, je l'avais réclamé, y compris sur ce plateau, j'avais demandé un audit des comptes publics. Parce que dans un pays qui a aujourd'hui l'une des dettes les plus élevées de la zone euro, des déficits publics et des déficits commerciaux records, on ne peut pas faire fi d'un examen de conscience sur la manière dont on utilise l'argent de nos compatriotes. Et moi, je dis qu'il y a beaucoup de gaspillage dans l'argent de l'État et j'entends faire un certain nombre d'économies et faire le ménage. Juste un mot, vous avez dit que la France était l'un des pays, le pays qui prélève le plus. C'est vrai, c'est aussi le pays qui redistribue le plus parce qu'une grande partie des dépenses, c'est de la dépense sociale. Un tiers des dépenses de l'État, c'est de la dépense sociale. Là, vous ne touchez à rien. Alors moi, je pense que la solidarité nationale doit redevenir nationale. Aujourd'hui, on a des prestations sociales qui sont données à tout le monde. Moi, je souhaite que les prestations sociales soient réservées aux citoyens français. Exemple, les allocations familiales doivent être données aux familles dont l'un des deux parents est de nationalité française. Les aides sociales non contributives aux étrangers, c'est ça vient pas de chez moi, d'après l'Institut Montaigne, c'est 10 milliards d'euros par an. Et moi, je pense que sur l'immigration, qui est aujourd'hui un totem, on refuse de toucher à l'immigration. On doit réduire la voilure pour faire en sorte que notre pays ne soit plus un guichet social, qu'on puisse revaloriser le travail et lutter aussi contre l'assistanat. Parce que le problème de notre pays et de notre économie, c'est que le travail ne paye pas suffisamment. Parce que le coût du travail est très important et que l'heure de travail n'est pas suffisamment valorisée. Et j'avais proposé en 2024 qu'on puisse permettre aux chefs d'entreprise qui en avaient la possibilité dans leur trésorerie d'augmenter les salaires jusqu'à 10%, et ces 10% auraient été exonérés de cotisations. Il faut revaloriser l'heure de travail en France parce que les salaires sont trop bas et qu'on a de vrais soucis de pouvoir d'achat. Cette méthode, est-ce qu'il faut l'appliquer avec autant de rapidité et de brutalité qu'Elon Musk le fait aux États-Unis en licenciant des fonctionnaires? Non, je ne le crois pas. Pour le programme Ciotti. D'abord, on ne licencie pas des fonctionnaires. La méthode qui peut être utilisée pour réduire des fonctionnaires, c'est ce qui a été fait par le passé, c'est de ne pas remplacer des départs en retraite. Dans ces agences, c'est Musk dans Valeurs Actuelles. Dans ces agences. Lui, il se contente pas de remplacer. Non, pardon. L'interview, je la connais très bien, c'est moi qui l'ai donnée. Je dis que la mise en œuvre d'un ministère à l'efficacité gouvernementale qui pourrait permettre d'améliorer... Sur la base du projet d'Elon Musk, dites-vous. Oui, pardon, parce que ce terme, il a été utilisé par Musk. Je ne m'approprie pas une idée qui n'est pas la mienne. J'avais demandé un audit des comptes publics, mais je pense que l'idée d'avoir un ministère consacré à la façon, qui tous les jours travaille sur la façon dont on utilise l'argent des Français, m'apparaît prioritaire aujourd'hui. Avec qui à sa tête? Un chef d'entreprise, façon Elon Musk, ou un responsable politique? Je pense que ça peut être un chef d'entreprise ou alors un responsable politique. Donc c'est la République des patrons, quoi. Pourquoi? Tout d'un coup, c'est un patron qui va vérifier ce que le gouvernement fait de l'argent des Français. Si c'est un chef d'entreprise qui est à la tête de ce ministère de l'efficacité gouvernementale. C'est ce qui se passe là aux États-Unis. C'est un chef d'entreprise. Les ministères, ils mettront en œuvre la politique qui sera sur laquelle nous aurons été élus et dont la feuille de route aura été fixée par le Premier ministre et le ou la présidente de la République. Voilà, c'est extrêmement simple. Maintenant, il n'y a pas un Français qui nous regarde aujourd'hui qui n'a pas le sentiment que son argent est mal employé et qu'il y a du gaspillage dans l'argent public. Et moi, l'idée
qu'on gaspille l'argent de ceux qui travaillent, qu'on gaspille l'argent des Français, alors qu'on leur en demande toujours plus de l'autre côté et que le service public est toujours plus défaillant, m'est insupportable. Donc nous ferons effectivement le ménage dans la mauvaise dépense publique, l'immigration, la fraude sociale, la fraude fiscale, les fraudes alimentaires, dans la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Regardez nos partenaires allemands ou les Pays-Bas ont obtenu un rabais sur l'argent qu'ils donnent chaque année à l'Union européenne, qui sert de cet argent pour aller faire du développement international, pour aller financer le réseau d'eau à Gaza. Ça a été démontré par vos confrères. Ce gaspillage d'argent public, alors qu'on demande des efforts toujours aux mêmes et que nos compatriotes n'arrivent plus à joindre les deux bouts, moi je ne le supporte pas. Ne pas gâcher l'argent public et déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur les outils de production. Là, je vous cite. Ces contraintes, c'est quoi? C'est les lois sociales, le droit du travail, par exemple. Vous voulez rendre moins contraignant le droit de licencier? Non, pas du tout. Quand on écoute aujourd'hui les chefs d'entreprise, moi je pense qu'on ne peut pas renouer avec une grande ambition nationale pour la France avec des entreprises faibles ou avec des entreprises qui n'ont pas la possibilité d'innover, d'entreprendre et d'aller à la conquête technologique et des grands défis du XXIe siècle. Quand vous écoutez aujourd'hui le cri d'alarme des chefs d'entreprise, c'est-à-dire de ceux qui créent de la valeur et qui créent de la richesse dans notre pays, du boulanger du plus petit village de la Marne, en passant par un agriculteur et jusque désormais Bernard Arnault, tous les patrons vous disent aujourd'hui en France, tous les chefs d'entreprise, que la France devient un enfer pour entreprendre sur le plan fiscal, sur le plan normatif et qu'on ne cesse d'alourdir la charge fiscale et normative de ceux qui travaillent. Donc moi je souhaite qu'on puisse déverrouiller raisonnablement les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance économique. Ça va du prix de l'énergie. Les règles européennes aujourd'hui en matière de fixation des prix de l'électricité empêche la France et empêche nos compatriotes comme nos entreprises de bénéficier des fruits du parc nucléaire et donc d'une électricité pas chère. Donc je sors des règles européennes de fixation des prix de l'électricité. Deuxièmement, je pense qu'il faut une fiscalité de croissance. Je crois qu'on doit continuer à réduire les impôts de production qui sont aujourd'hui le premier en France. Macron, c'est mais ça que vous voulez pas prolonger. honteux de soutenir nos entreprises, de soutenir nos chefs d'entreprise et de soutenir l'effort de ceux qui travaillent. Moi, je veux soutenir la France du travail. Et dans la France du travail, il y a évidemment la nécessité de revaloriser les salaires et de revaloriser le travail, l'effort et le mérite. Mais il y a aussi l'idée de ne pas défendre une France qui serait celle de la paresse, qui serait celle du combat mené en permanence à ceux qui veulent entreprendre et de l'assistanat, bien sûr. Vous dites ça aussi, l'assistanat? Oui. Pour la deuxième fois, là, depuis le début de l'émission, ouais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont des petits salaires et qui ne comprennent pas que certains puissent bénéficier de peu ou prou du même salaire avec de la redistribution sociale. C'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de Français modestes qui font des efforts chaque jour plus importants. Vous aimez la et série qui Bref aujourd'hui n'arrivent plus à répondre. De Kian Kojandi, parce qu'hier il était là sur notre plateau en expliquant que grâce au RSA qu'il a pu toucher, il a évité la très grande précarité, il a eu un peu de dignité et il a pu faire cette série à l'immense succès qui revient là dans une saison 2 là. Et pourquoi Et il a remercié le RSA et la CAF. Il a remercié la CAF en remboursant avec ses premiers cachets les indemnités qu'il touchait dès qu'il l'a pu. Mais le discours qu'il faisait là, c'était tout sauf de l'assistanat. C'est un système social qui lui a permis de ne pas tomber dans la très grande précarité. Vous savez, madame, c'est l'honneur de la France que de protéger nos compatriotes les plus précaires des accidents de la vie. Et ce modèle social, il doit être protégé. Et je vous disais tout à l'heure qu'à partir du moment je veux dire, il faut remettre l'État à sa place. Et il est parfaitement normal qu'à partir du moment où vous connaissez un accident de la vie ou que vous êtes au chômage, vous puissiez avoir la protection du système social français. C'est un acquis de la France du général de Gaulle. Mais je dis que de l'autre côté, il faut aussi entendre le bruit de ceux qui ont aujourd'hui le sentiment d'être un peu au-dessus des minima sociaux, de ne pas être suffisamment riche pour entrer dans la case de ceux à qui le gouvernement d'Emmanuel Macron, aux très riches, à qui ils ont fait des cadeaux fiscaux, et qui a le sentiment de supporter sur ses épaules l'effort de toute la société. Cette classe-là, c'est la classe moyenne, et cette classe moyenne, elle a un peu le sentiment de trinquer pour tout le monde. Et si notre ami de la série Bref, dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez parce que j'aime beaucoup cette série, que je la regardais étant un petit peu plus jeune, il a pu justement aboutir à cette série, c'est sans doute parce qu'il a travaillé, il a produit de l'effort, il est méritant, et c'est parfaitement l'honneur de la France que de lui rendre ce succès. Donc voilà, moi je pense qu'il y a deux impératifs aujourd'hui sur le plan économique. C'est la défense du pouvoir d'achat, c'est la revalorisation du travail et la baisse des dépenses contraintes. Et de l'autre, c'est de faire repartir la croissance et c'est de soutenir aussi nos chefs d'entreprise. Regardez, quand vous avez des agriculteurs qui descendent aujourd'hui dans les rues du pays parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et eux, ils disent quoi? Ils disent on ne veut pas dépendre d'aide permanente. On veut pouvoir vivre de notre travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la multiplication des normes
et la fiscalité extrêmement lourde qui pèse sur eux au travers des charges, eh bien, les empêche de travailler et les amener dans la rue à manifester. Et il faut entendre leurs cris de détresse. C'est aussi un discours qu'on peut entendre à droite où on le sait désormais, il y a Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qui sont tous les deux candidats à la présidence des Républicains. Le ministre de l'Intérieur qui a lancé sa campagne hier soir dans un bar parisien. Je souhaite que la droite retrouve sa fierté. On voit bien à travers ses victoires d'ailleurs dans un certain nombre de circonscriptions, en tout cas d'élections partielles, qu'il y a un réveil de l'électorat de droite. Et on sent très bien aussi que beaucoup de gens de droite retrouvent une fierté. Eh bien cette fierté, je veux absolument la consolider pour préparer l'avenir. Bruno Retailleau, qui depuis qu'il est ministre de l'Intérieur a plus de popularité dans le classement des personnalités politiques préférées des Français. Il est désormais 5e. Vous êtes 2e à égalité avec Marine Le Pen. Vous suivez sa progression ? Elle vous fait un peu concurrence ? Je pense qu'il fait surtout concurrence à Laurent Wauquiez et qu'on va se diriger à LR vers la 105e guerre des chefs, comme à chaque élection présidentielle désormais. Je ne juge pas la personne de Bruno Retailleau, je le juge à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Et je note que pour l'instant, il est condamné à être le ministre de la parole. Il est dans un gouvernement où il est assis à côté de socialistes et de macronistes qui ne cessent de réclamer plus d'immigration. Et il est condamné à être le ministre de la parole. Moi, je l'ai entendu il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur, avec beaucoup de fougue, vouloir remettre en cause l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière, considérant que c'était un appel d'air. Ils ne l'ont pas fait. Je l'ai entendu il y a quelques semaines nous dire qu'il fallait remettre en cause le port du voile pour les accompagnatrices scolaires. Ça n'est pas fait. Je l'ai entendu réclamer un référendum sur l'immigration. Vont-ils organiser un référendum sur l'immigration ? La réponse est non. Donc, on a là quelqu'un qui est sans doute très sincère, mais qui est à la place où il est pour passer de la douce musique aux oreilles des électeurs du Rassemblement national, qui ont un petit peu l'habitude de voir des gens de LR condamnés à l'impuissance. C'est LR qui cherche des électeurs du Rassemblement national ou c'est maintenant le Rassemblement national qui essaye de récupérer les électeurs de LR ? Moi, je veux m'adresser. Très libéral, pro-business. Je pense qu'on partage beaucoup de valeurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite qui sont aujourd'hui orphelins d'un leader, d'un projet, d'un parti politique, qui ont voté en 2007 pour Nicolas Sarkozy, pour François Fillon, et qui, c'est vrai, aujourd'hui, partagent avec nous la volonté de redresser l'école, de rétablir l'autorité dans la société, de revaloriser le travail, de défendre nos entreprises, de défendre le pouvoir d'achat, de maîtriser l'immigration. Et moi, je veux aussi m'adresser à eux parce que je pense qu'Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal à notre pays et que face à ce péril aujourd'hui qui est en train de se constituer autour de Jean-Luc Mélenchon et du nouveau Front populaire, les patriotes ont le devoir de se rassembler. Bruno Retailleau, qui fait partie d'un gouvernement que vous avez décidé, que le Rassemblement national a décidé de ne pas censurer. Le Parti socialiste a l'intention de déposer une motion de censure sur les valeurs dans les prochains jours. Votre position, celle du RN, sera déterminante. Il n'est pas question de la voter, cette motion de censure ? Le Parti socialiste dénonce le terme de submersion pour parler de l'immigration qui a été utilisé par François Bayrou. Donc moi, je suis d'accord avec le constat qui dit, mais que fait beaucoup de nos compatriotes, qu'aujourd'hui l'immigration est hors de contrôle et qu'on a un peu le sentiment d'une submersion migratoire au regard de l'augmentation constante des chiffres de l'immigration depuis 30 ans, de l'impuissance des pouvoirs publics. Donc non, je ne vais pas la voter. Maintenant, il ne s'interdit pas de censurer le gouvernement demain ou après-demain si on considère que les intérêts vitaux de la nation ou que l'intérêt de nos compatriotes est remis en cause. Emmanuel Macron a proposé Richard Ferrand pour succéder à Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est un bon choix ? Par définition, non. Le président de la République met l'un de ses proches au Conseil constitutionnel. Moi, je pense que le rôle du Conseil constitutionnel a été en réalité détourné de son intérêt premier, celui qui avait été fixé par la Constitution de la Ve République. Et on a un peu le sentiment aujourd'hui que certaines décisions, par les nominations qui ont été faites et par des profils qui sont des profils extrêmement politiques, quelle nomination politisés. Enfin, excusez-moi, mais Richard Ferrand... Non, mais quelle autre nomination donne un contre-exemple à celle de Richard Ferrand ? Tous. Laurent Fabius, par exemple. Ah bon ? Ah oui, parfaitement. Qui fait de la politique à la tête du Conseil constitutionnel, oui, bien sûr. Ah oui, non, mais je vous demande un contre-exemple. Vous dites que Richard Ferrand, ça ne va pas et que ça contrevient à l'idée qu'on se faisait au départ de la Constitution de la Ve République. Et je vous demande, est-ce que depuis la naissance de la République, cette République, et à la tête du Conseil constitutionnel, il y a un contre-exemple au profil de Richard Ferrand ? Mais est-ce qu'on aurait imaginé, après la mise en œuvre et l'installation de la Ve République, le Conseil constitutionnel censurer une proposition de référendum du général de Gaulle ? La réponse est non. Parce que le Conseil constitutionnel n'était pas là pour entraver la volonté populaire. Aujourd'hui, tout le monde
y compris les experts les plus affirmés, se disent est-ce que demain, si le Conseil constitutionnel était saisi par exemple d'une proposition de référendum sur laquelle il devait juger le décret de convocation, on se demande aujourd'hui si le Conseil constitutionnel n'irait pas contre la démocratie et contre l'expression possible du volonté populaire. Vous proposez un truc contraire à la Constitution. Non, je ne si, pour une raison très simple. L'article 11, le projet de loi constitutionnelle que vous avez déposé, il est contraire à la Constitution. Pourquoi ? Parce que l'article 11 n'est pas fait pour changer la Constitution. Ah bon ? Non. Mais le général de Gaulle n'a-t-il pas Le général de Gaulle l'a fait, le et le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont dit que ça n'était pas conforme à la Constitution. Mais c'était le général de Gaulle, donc ça s'est fait. Mais aujourd'hui, tous les juristes pensent que ça ne pourrait pas se faire. C'était le président de la République. Donc le rôle du Conseil constitutionnel a bien été dévoyé. Moi, je pense qu'un projet de loi sur l'immigration rentre parfaitement dans la définition de l'article 11 qui appelle et qui encadre un référendum sur les questions économiques, sociales et sur l'organisation des pouvoirs publics. Je pense que le sujet migratoire est aujourd'hui précisément un sujet qui relève de ces 3 domaines qui encadrent le fonctionnement de la nation. Donc si demain nous arrivons à la tête du pays, la première mesure que nous mettrons en œuvre, c'est le déclenchement d'un référendum. Vous serez dans une épreuve de force avec le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel n'est pas là pour faire entrave à la démocratie. Si, il est là pour garder la Constitution. Mais la Cour suprême, dans une démocratie, ça n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le peuple français. Voilà deux lectures, effectivement, et 2 interprétations supprimer le Conseil très différentes. En tout cas, pour vous répondre, M. Ferrand est un proche d'Emmanuel Macron. Donc, est-ce que je suis surpris par cette nomination? La réponse est non. Il y aura des auditions et nous ferons évidemment notre rôle de parlementaire et celui d'être des lanceurs d'alerte, s'il le faut. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Tout le monde connaît des établissements de cet ordre qui a la réputation d'être stricts et dont on disait si tu n'es pas sage ou si tu travailles pas, on te scolarisera dans cet établissement. C'est l'histoire d'un Premier ministre dans la tourmente. Mardi, devant l'Assemblée nationale, François Bayrou a déclaré n'avoir jamais été informé des violences commises au sein de l'établissement privé sous contrat Notre-Dame de Bétarame. L'institution localisée dans son département est au cœur d'un grave scandale de violences sexuelles et physiques. 112 plaintes pour des faits s'étalant des années 50 aux années 2010 ont été déposées. Selon Mediapart, le Premier ministre et maire de Pau était au courant. Initialement, nous, on s'intéresse au silence de François Bayrou, élu local. Et en fait, en creusant ce sujet-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas seulement des silences, il y a des mensonges. Et on ne s'attendait pas du tout à la fois à trouver le fait que François Bayrou, ministre de l'Éducation de l'époque, président du Conseil général, député UDF, a été directement alerté et savait ce qui a pu se passer à certains moments dans ces établissements. Il le savait en temps et en heure. On ne s'attendait pas aussi à son mensonge, à ses mensonges. On ne pensait pas une seule seconde qu'interrogé à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, Premier ministre, il allait mentir de cette manière et à plusieurs reprises. Nous, on a été sidérés. Mediapart révèle que François Bayrou a été alerté à 3 reprises. En 1996, il s'était d'ailleurs déjà exprimé pour défendre l'institution. Le média d'investigation publie également une archive de Sud-Ouest relatant la visite de l'actuel Premier ministre au sein de l'établissement la même année. Mediapart annonce aussi qu'une victime de Bétarame a écrit en mars 2024 un courrier recommandé à François Bayrou, un homme reconnu comme victime par l'Église et qui a été indemnisé par la commission de reconnaissance et de réparation. Benjamin Delmas et Audrey Payas ont rencontré cette victime. Il nous masturbait, puis il nous faisait fellation. Et il nous disait, il était soutane ouverte, et il disait, rendormez-vous, c'est rien. Nous, à l'époque, on était terrorisés. Le directeur de conscience, c'était un curé à qui on racontait nos misères. Je lui ai dit, mais voilà ce qui se passe. Je lui ai donné les noms des gamins, sauf que le directeur les a appelés, les uns après les autres. Il leur a dit, mais dehors. J'ai envoyé ça le 16 mars 2024 à Bayrou. Et là, il y a toute mon histoire. Qu'ils me le disent, les yeux dans les yeux, comme on est maintenant. Qu'ils me le disent, monsieur Delbos, vous êtes un menteur. Là, je lui dirai, le menteur, c'est qui ? Au cœur de ce scandale, des abus commis sur des centaines d'élèves brisés par les gestes du personnel de l'Institut, mais aussi une direction menaçante envers ceux qui auraient voulu parler. Une autre victime a accepté de se confier à notre micro. Elle nous raconte le traumatisme de son passage à Bétarame. Les douches ont été un endroit de voyeurisme en fait. Ils coupaient l'eau très vite, ce qui fait qu'on sortait nu avec de la mousse. On est un peu naïf, donc on ne se rend pas compte que c'est fait exprès. J'ai retrouvé la semaine dernière chez ma maman un porte-dessin. Ça a été un choc de retrouver ça la semaine dernière. Bétarame prison, 4 ans de violence, mais on nous disait que c'était normal.
Jean-François Blanco est élu d'opposition à Pau, mais c'est aussi l'ancien avocat de l'une des victimes de Betaram. Son ex-client en a gardé des séquelles à vie. Il a perdu l'audition, son tympan a été éclaté parce qu'il a été frappé par un surveillant de Notre-Dame de Betaram. Et c'est pour cette raison que sa famille m'avait demandé de déposer plainte. Il avait aussi subi ce que l'on appelait le supplice du perron, c'est-à-dire l'exposition au bord du Gave. En sous-vêtements pendant plusieurs heures la nuit. Il y avait finalement un bloc autour de l'établissement. Et François Bayrou l'a dit, je le cite, les Béarnais étaient choqués par le mauvais procès que l'on faisait à Notre-Dame de Betaram. À l'époque, certains des enfants du Premier ministre sont scolarisés dans cet établissement. Sa femme y enseigne le catéchisme. Et aujourd'hui, un nouveau témoin vient mettre en difficulté la parole de François Bayrou, le juge d'instruction de l'époque. Quand il m'a rencontré, il en avait connaissance avant. Le motif de sa venue était l'inquiétude qu'il avait, sachant que son fils y était élève. Il m'a parlé de l'affaire, bien évidemment, si les faits étaient avérés, ce qui était le cas. Je lui ai dit que c'était des faits avérés et que j'avais probablement d'autres victimes à découvrir par l'enquête. Il était mal. Il était mal. François Bayrou a annoncé qu'il allait porter plainte pour diffamation. De son côté, Mediapart se dit serein et en mesure de présenter toutes les preuves nécessaires. Le député La France Insoumise, Paul Vannier, demande lui l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les établissements privés sous contrat en France. Je reviens sur un aspect particulier des dossiers de l'immigration qu'on a évoqué tout à l'heure, des associations de défense, des médecins diplômés hors de l'Union européenne qui travaillent dans les hôpitaux français ont alerté hier sur la précarité de leur statut et, disent-ils, sur les iniquités du concours visant à les régulariser. Plusieurs milliers de ces médecins, que l'on appelle des PADU, les initiales de praticiens à diplôme hors Union européenne, exercent depuis des années dans les hôpitaux sous des statuts précaires et certains chefs de service s'inquiètent maintenant de leur situation. Je suis pas serein, je suis assez en colère par le système. C'est un quart de mon personnel qui fait tourner mes 6 services. Donc on peut pas s'en passer. Demain, en nous enlevant, en n'ayant pas les intérimaires et en nous enlevant les PADU, je vais être obligé de fermer des salles de bloc opératoire. Au-delà de faire tourner les hôpitaux, il y a aussi les drames humains. Le ministère, il traite des contrats et nous on traite des humains. On n'a pas les mêmes visions en fait vis-à-vis de ces gens-là. Alors, je ne vais pas vous poser une question sur le concours de régularisation, qui est un dossier technique, mais diablement important. Mais il illustre en tout cas, par exemple, avec ce secteur, qu'il y a des secteurs en tension qu'on ne peut pas simplement inclure dans le dossier de l'immigration. Il y a vraiment une attention à porter, d'autant que dans les services de santé, il y a un manque terrible, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les déserts médicaux. Mais l'état de la santé et des services de santé en France est aujourd'hui en urgence absolue. C'est-à-dire qu'on a un sujet évidemment de moyens. On a le sentiment que les soignants ne sont pas valorisés à leur juste travail. Et on a un problème de bureaucratisation de la santé aujourd'hui. Donc moi, je suis en faveur de débureaucratiser la santé et de rendre le pouvoir aux soignants. On s'aperçoit que dans les hôpitaux aujourd'hui, tout le monde va aux urgences pour une raison très simple, c'est que pendant très longtemps, le numerus clausus, le numerus apertus, puis le manque d'offres de stage aujourd'hui nous contraint à aller chercher des médecins à l'étranger. Et évidemment qu'à partir du moment où on fait venir des gens en France, il faut évidemment qu'ils puissent, quand ils travaillent, avoir droit à la même reconnaissance de la part de l'État, bien sûr. C'est un coup de téléphone qui rebat les cartes. Hier, pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine, un président américain s'est entretenu officiellement et directement avec le patron du Kremlin. Une conversation d'1h30 entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qualifiée par la Maison-Blanche de longue et productive. I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here, and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. Bonsoir Pierre Aski. Bonsoir. On vous écoute sur France Inter pour votre édito géopolitique et on vous lit dans le magazine l'Obs. Merci de venir nous parler de cette conversation téléphonique et de ses conséquences, en tout cas du sens qu'elle peut avoir. Est-ce qu'on peut en tirer la conclusion d'abord que Vladimir Poutine n'est plus un paria pour les Américains ? On le savait pour Trump. Trump attendait l'occasion de nouer cette relation. Et il l'a fait en 2 temps, puisqu'il y a d'abord eu son ami Steve Witkoff,
milliardaire de l'immobilier, qui a été l'homme instrumental pour le cessez-le-feu à Gaza, qui était à Moscou jeudi pour faire libérer un Américain qui était dans les prisons russes. Il s'est entretenu lors de son passage pendant 3 heures avec Vladimir Poutine. Et le lendemain, il y a eu ce coup de téléphone qui a changé la donne, c'est clair. Est-ce que les États-Unis abandonnent l'Ukraine? Est-ce que ce coup de fil, c'est le début de l'abandon de l'Ukraine par les États-Unis? Il y a une dimension impériale. C'est Trump qui décide de la manière dont il agit. Mais ce qu'il a dit à Volodymyr Zelensky, qu'il a appelé après avoir parlé à Poutine, c'est « nous allons mettre en place des groupes de travail pour définir le plan ». Et ce que craignaient par-dessus tout les Ukrainiens, c'est qu'il y ait une négociation secrète et qu'un jour on vienne en leur disant « voilà le plan, l'accord qu'on a conclu avec les Russes, c'est à prendre ou à laisser ». Ce n'est pas le scénario qui a été suivi par Donald Trump. Il va y avoir une rencontre très importante ce week-end à Munich, en marge de la conférence sur la sécurité, entre J.D. Vance, le vice-président américain, et Volodymyr Zelensky. Et c'est là que tout va se jouer. Mais pour l'instant, les Américains jouent, en apparence en tout cas, la concertation avec les Ukrainiens, et pas avec les Européens, parce que l'autre dimension, c'est celle-là, c'est que les Européens sont hors jeu dans cette affaire. Pour revenir sur la position officielle des États-Unis, c'est de dire qu'il va falloir céder une partie du territoire ukrainien à la Russie? Je pense que les Ukrainiens eux-mêmes en conviennent aujourd'hui. Ils veulent arrêter cette guerre cette année, qui leur coûte humainement énormément. Et le seul moyen de le faire, c'est des gens pragmatiques au milieu d'une guerre, c'est d'accepter cette partition territoriale qui va être très dure à vendre aux Ukrainiens, parce que avec tous les sacrifices qui ont été faits, mais moi, on me parle dans les coulisses de la délégation ukrainienne qui était à Paris d'un scénario à l'allemande, c'est-à-dire le moment où l'Allemagne a été séparée entre l'Est et l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, et il a fallu 40 ans, Gorbatchev, la fin de la guerre froide, pour que l'Allemagne puisse se réunifier. Et c'est un petit peu ce que les Ukrainiens ont en tête aujourd'hui, après avoir rêvé de reconquérir la Crimée, le Donbass, etc., d'accepter aujourd'hui ce fait accompli. C'est que, et ça, c'est pas Trump, Joe Biden lui-même n'a jamais donné aux Ukrainiens, et les Européens non plus, les moyens non pas de survivre, mais de gagner cette guerre. Et donc aujourd'hui, ils en tirent la conclusion que ce n'est pas Trump qui va leur donner ces moyens, et qu'il y a un moment où il faut faire des compromis, et ce compromis, il est territorial. Donald Trump, il veut aller vite. Il prévoit un cessez-le-feu dans un futur pas si lointain. C'est quoi un futur pas si lointain dans la tête de Donald Trump? Alors, je pense que le réel va rattraper Trump très vite. C'est qu'il a en face de lui Vladimir Poutine qui pense qu'il est en train de gagner. Et de fait, il a redressé la situation qui n'était pas très bonne il y a un peu plus d'1 an. Il grignote du territoire. Il a développé une machine de guerre et une machine de production d'armement. Vous savez que la Russie, aujourd'hui, a des dépenses militaires qui sont équivalentes aux 27 pays de l'Union européenne réunis. Alors qu'elle avait un budget de la défense il y a quelques années qui était à peine supérieur à celui de la France. Donc on est dans quelque chose qui a pris le contrôle de la Russie. D'une certaine manière, la Russie a fait une véritable économie de guerre. Nous, on en parle, mais on ne le fait pas, mais eux l'ont fait. Et donc, Poutine n'est pas prêt à lâcher ce qu'il a envie d'avoir. Et tout l'enjeu, la clé de cette négociation et de toute cette affaire, c'est qu'est-ce qui se passe après? Quelles sont les garanties de sécurité qu'on donne à l'Ukraine pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, Poutine ne se remette pas à l'attaquer? Si demain il y a un cessez-le-feu sans garantie de sécurité, c'est que l'Ukraine aura véritablement perdu la partie. Et c'est tout l'enjeu. Un dernier petit point, le secrétaire américain au Trésor, le ministre des Finances, d'une certaine manière, était à Kiev hier pour présenter à Zelensky le plan sur les terres rares. Les Américains veulent mettre la main sur les terres rares ukrainiennes. Zelensky a refusé de signer parce qu'il n'y avait pas de clause de sécurité dans cette affaire. Les Américains veulent faire la paix avec Poutine et ensuite se retirer, se laver les mains de ce qui se passera après. Et c'est tout l'enjeu, et c'est là que les Européens ont un rôle à jouer. Oui, c'est ce qui inquiète justement l'Europe, mais le Kremlin, Poutine, lui, il fait tout pour que ces négociations soient bilatérales, juste avec les États-Unis, en excluant l'Europe qui s'insurge, avertissant que tout accord de paix qui serait négocié sans Bruxelles, sans Kiev, ça serait voué à l'échec. Mais qu'est-ce que l'Europe
peut faire? Quelle est la marge de manœuvre pour faire partie de ces négociations? Alors, hier soir, il y avait à Paris une réunion suivie d'un dîner entre plusieurs pays européens, c'est-à-dire les France, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne et le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, ainsi que l'Ukraine et la Commission européenne. Et les échos que j'en ai eus, c'est que il y avait une colère chez les Européens. On m'a dit la colère se lisait sur le visage du ministre polonais des Affaires étrangères. Et l'autre aspect, c'est que cette réunion a montré une détermination européenne comme on n'en a jamais vu. Bon, pour l'instant, c'est que des mots. L'Europe n'a pas été capable jusqu'à présent, même si elle a payé énormément dans cette affaire. On est à 134 milliards d'euros versés par l'Europe, c'est-à-dire plus que les États-Unis. Et pourtant, Trump n'arrête pas de répéter que c'est les États-Unis qui financent tout ça. Mais voilà, ça fait partie de... Et que c'est à l'Europe de prendre le lead sur cette défense. Ça, c'est ce qu'a dit le ministre de la Défense. Est-ce que l'Europe en a les moyens? L'Europe en a les moyens, mais elle n'en a pas la volonté politique, je pense. Elle n'a pas cette capacité, parce qu'elle ne veut pas, une partie de l'Europe ne veut pas se priver du parapluie américain et ne veut pas froisser les Américains. C'est tout l'enjeu, en fait, de cette transformation du monde à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est que les Américains se retirent et une partie des Européens sont paniqués à l'idée que les Américains se retirent du continent européen. Donc ils ne veulent rien faire qui puisse pousser les Américains plus vite encore qu'ils ne le font à quitter l'Europe. C'est l'enjeu à la fois psychologique et concret, alors que l'Europe aurait les moyens, évidemment, d'assurer sa défense. Mais la défense européenne, c'est un vieux serpent de mer de la construction européenne qui ne s'est jamais fait, même si depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il s'est passé beaucoup de choses en Europe, mais pas assez, et pas assez vite, et pas assez déterminant pour changer la donne en Ukraine aujourd'hui. Quelle leçon tirez-vous de cela, Jordan Bardella ? Pas une marche en avant vers la défense européenne. Je ne crois pas que ce soit la position du RN. Ces négociations qui sont inévitables, on le dit depuis plusieurs mois, elles dissimulent une réalité très triste, c'est qu'on n'existe plus. Et qu'en réalité, le conflit va se régler entre les États-Unis et la Russie. Parce que demain, si évidemment les Américains se désengagent, je ne suis pas certain que le soutien financier matériel et de défense, si tant est qu'il soit utile dans cette proportion à l'Ukraine, puisse permettre à l'Ukraine de tenir. Donc ça va se régler entre les Américains et les Russes. Et le drame infini aujourd'hui de la diplomatie française et de la diplomatie des nations européennes, c'est qu'on n'existe pas. Comment faire pour exister? Ce serait quoi votre moi, je pense qu'on paye d'abord l'affaissement de nos armées, on paye l'affaissement de notre diplomatie de par le monde, et que effectivement, il y a un sujet aujourd'hui sur le fait que beaucoup de pays en Europe, et notamment en Europe de l'Est, sont aujourd'hui sous pavillon américain sur le plan de leur défense. Et moi, je milite pour une préférence européenne dans les marchés publics et pour faire en sorte qu'on puisse acheter du matériel européen dans la défense. Ça veut dire concrètement, ils ont investi énormément dans leur défense. Ça veut dire, oui, mais regardez, un chiffre, depuis le déclenchement de la guerre, 80% des hausses de budget qui ont été déployées dans tous les États membres sont allées au profit de prestataires extra-européens et en grande partie américains. Quand on achète des armes à l'étranger, ça suppose qu'on est inféodé aux puissances auxquelles on achète cet armement? Oui, c'est en tout cas ce qui se passe, c'est ce qui se passe en Europe. Et qu'il y a beaucoup, notamment l'Allemagne, ou on pourrait citer la Pologne, qui achètent énormément de matériel américain pour pouvoir aussi profiter du parapluie de défense américain, on le sait très bien. Oui, avec cette petite nuance qu'une partie de ces dépenses, par exemple l'achat des F-35, ces avions américains, sont liés au fait que ces pays s'engagent à porter l'arme nucléaire américaine en cas de crise absolument internationale. Et ça passe donc par l'achat d'un F-35 et de son environnement électronique. Et là, ça fait partie du deal global de ce parapluie sécuritaire américain. D'où le fait qu'ils ne sont pas encore très intéressés par l'idée d'acheter du matériel français. Oui, forcément, qui n'est pas compatible. Exactement. Justement, les États-Unis et leur rôle de gendarme du monde qui est remis en cause aujourd'hui, c'est le thème du documentaire que vous signez et qui sera diffusé le 11 mars à 21h sur Arte, qui s'intitule « L'Amérique en guerre ». Et puis je rappelle qu'on vous écoute sur France Inter et qu'on vous lit dans les colonnes de l'Obs. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. L'ancien Premier ministre Jean Castex
placé en garde à vue, puis relâché. Oui, révélation de Midi Libre. Jean Castex a été entendu pendant 10 heures. Aujourd'hui, à Montpellier, dans le cadre d'une enquête financière, une enquête pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics sont des faits qui remontent à 2017, quand il dirigeait la communauté de communes à laquelle appartient sa ville de Prades dans les Pyrénées-Orientales. Il n'y a aucune notion d'enrichissement personnel, précise le procureur à Midi Libre. Jean Castex est soupçonné en fait d'avoir soutenu, avec l'argent de la collectivité, une entreprise locale qui était en difficulté, ce qui est interdit. Il est donc sorti ce soir de garde à vue. De nouvelles investigations vont être menées, précise le parquet à France Télévisions. L'Assemblée nationale vote un durcissement de la justice des mineurs. Vote intervenu après la publication ce matin d'une lettre des parents d'Elias. Il avait 14 ans, il a été tué fin janvier à Paris pour son portable par 2 ados de 16 et 17 ans. Les parents d'Elias commencent leur lettre par ces 2 phrases très émouvantes. Elias aurait dû avoir 15 ans. Le 14 février 2025, c'est demain, Elias n'aura jamais 15 ans. Ils disent que leur fils est mort à cause du sentiment d'impunité de ces meurtriers et réclament donc une évolution de la loi dans leurs lettres et par la voix de leurs avocats. La mort d'Elias n'est pas un fait divers et ils insistent là-dessus. C'est le témoignage direct que aujourd'hui le système ne fonctionne pas et qu'il faut le reprendre. Mais il faut le reprendre peut-être et le repenser totalement autrement. Il faut des réponses fermes quand il y a des actes ignobles qui sont commis, mais soyons responsables, il faut qu'on avance pour protéger nos enfants, quoi. C'est ça leur message. Elias a été cité à l'Assemblée par Gabriel Attal, le chef de file des députés Renaissance, qui portait un texte, voté avec les voix d'ailleurs du RN. Il prévoit de revenir sur l'excuse de minorité pour des mineurs âgés de 16 ans et plus, auteurs de faits graves et multirécidivistes. Il faudra la motivation d'un juge pour atténuer des peines, c'est ce que comprend ce texte, qui ouvre aussi la voie à des amendes pour les parents de mineurs délinquants. Le débat né du meurtre d'Elias est électrique. Par exemple, hier, Conseil de Paris, passe d'armes entre la maire, Anne Hidalgo, et l'opposante LR, Nelly Garnier. La gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. Il est absolument inadmissible, inacceptable de se faire insulter, comme vous venez de le dire, de nous faire traiter d'assassins, d'avoir armé le bras d'un assassin et de refuser de vous excuser. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus, parce que ceux-là sont consignés, seront devant les tribunaux et vous aurez à en répondre. Et on en a terminé des questions d'actualité. La loi Attal prend maintenant le chemin du Sénat. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, veut en profiter pour durcir le texte, introduire par exemple des jurés populaires pour juger les délits commis par des mineurs, étendre une mesure judiciaire de couvre-feu aux mineurs délinquants dès leur sortie des cours et les week-ends, ou renforcer l'usage du bracelet électronique pour les mineurs. Est-ce que ces amendements Darmanin ont votre bénédiction, celle du Rassemblement national, Jordan Bardella? Mais tout ce qui va dans un sens du renforcement de la politique pénale, ça va évidemment dans le bon sens et nous le soutenons. C'est un peu dommage qu'au bout de 8 ans, ils se décident à faire exactement l'inverse de ce qui a été fait depuis le début du quinquennat, parce que j'entendais une avocate il y a quelques instants dire que ce n'est pas un fait divers ce qui s'est passé sur là, c'est un fait de société. Et on ne peut pas faire fi qu'une grande partie de la délinquance et de la violence dans notre pays est liée à l'incapacité à sanctionner les mineurs. Moi, je suis pour, effectivement, qu'on révise l'excuse de minorité. Je suis favorable à ce qu'on généralise les centres éducatifs fermés. Je crois que sur le modèle des pays d'Europe du Nord et notamment des Pays-Bas, qui ont des taux de récidive bien moindres que dans notre société, on doit pouvoir généraliser des peines courtes immédiates dès le premier acte délictuel pour les jeunes. Vous commettez un acte délictuel, c'est 1 semaine, 2 semaines en centre éducatif fermé. vous récidivez, c'est 6 mois, vous recommencez, c'est 2 ans. Et si ça ne suffit pas, il faut effectivement responsabiliser les parents par la généralisation des amendes. Mais moi, je suis également favorable à ce qu'on puisse suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes sur décision du préfet et qu'on puisse également permettre aux maires de sortir des HLM et des logements sociaux des familles qui sont des familles récidivistes. Il n'y a aucune raison qu'on accorde... non, mais moi, je suis implacable avec l'insécurité et je pense qu'il y a un grand besoin de justice aujourd'hui et d'autorité dans notre pays. Et demain, si nous arrivons à la tête de l'État, nous ferons du rétablissement de la sécurité et d'une politique pénale beaucoup plus ferme l'une des priorités de nos premières semaines. Oui. Une chanson populaire accusée de servir la propagande russe. Et c'est une chanson qui s'appelle Sigma Boy. On va l'entendre.
Ça vous dit peut-être rien. C'est une chanson qui est très populaire en ligne, figurez-vous. Vous qui aimez bien TikTok, Jordan Bardella, elle circule énormément sur TikTok. Vrai, il y a des vidéastes comme Squeezie qui s'en amusent. C'est plutôt bon enfant a priori. La chanson, elle a été écoutée des millions de fois. Il en existe de nombreuses versions. Quasiment 77 millions, par exemple, pour une vidéo YouTube. C'est une vidéo qui est interprétée par ces deux jeunes filles. Maria, 12 ans, et Betsy, 11 ans. Le père de Betsy, qui est donc russe, est producteur de musique. Il a écrit des paroles d'adultes. Voilà ce qu'il fait chanter à sa fille. Alors, au-delà du mauvais goût, la chanson s'appelle donc Sigma Boy. C'est une ode à un type d'homme Sigma qui, contrairement au mâle alpha qui domine un groupe, est un loup solitaire type Patrick Bateman, le personnage du livre et du film American Psycho. Une partie de la gauche y voit la glorification du sexisme et de la violence. Une eurodéputée allemande du parti fédéraliste européen Volt s'est même inquiétée à la tribune de Strasbourg. Sigma Boy is a viral Russian trope used on social media that communicates patriarchal and pro-Russian worldviews. It's most popular with young teenagers and only one example of Russian infiltration of popular discourse through social media. Here, the EU must stand in strong support and target even these subtle infiltrations and falsifications. L'Ukraine a classé cette chanson Sigma Boy comme une arme de propagande russe et ça a même fait réagir Moscou. Grigori Gurov, frappé d'ailleurs par des sanctions de la France. Il préside une organisation de jeunesse russe liée au Kremlin. Il écrit sur son compte Telegram: aujourd'hui, les politiques européens ont peur des enfants russes. Le retour de la pluie fait craindre des glissements de terrain à Los Angeles. La ville a été dévastée par les incendies monstres le mois dernier. Près de 30 morts, des quartiers entiers. Ça, ce sont des images de ce mois-ci qui sont encore à reconstruire, qui sont toujours en cendres. La pluie a déjà fait des dégâts il y a 2 semaines avec des coulées de boue. Elle est de retour, cette pluie, jusqu'à la fin de semaine. Mais là, on parle même de la tempête la plus forte de cet hiver. We're looking at the potential for some pretty significant urban area flooding. Many freeways may be flooded out, and this will have the potential to also create very dangerous conditions across the region. Les autorités et les habitants sont donc à nouveau en train d'ériger des barricades, des barrages pour se préparer à des inondations ou à des glissements de terrain. Même ceux qui ont survécu aux flammes craignent maintenant d'être touchés à leur tour par la catastrophe. A big concern and, a real worry because we already lost our home. So, we don't want to have any problems more with our rental. The whole hillside behind me has been denuded from the fire, and it already slid a little bit, and now we're preparing that it's going to slide a whole bunch more. Et puis alors, il y a la polémique qu'on n'attendait pas au milieu des cendres. L'actrice américaine Mandy Moore, qui est la star par exemple de la série This Is Us, elle s'emporte contre Amazon. Elle a posté cette photo. Amazon a livré un colis à l'adresse de ses beaux-parents. Sauf que vous voyez, il n'y a plus de maison. Il y a le livreur qui a posé le colis devant le tas de cendres, sans se poser de questions. Amazon a présenté ses excuses à Mandy Moore. Je cite Amazon: nous avons demandé à nos livreurs de faire preuve de sagesse quand ils livrent les zones dévastées. Clairement, ça n'a pas été le cas ici. Et puis un astéroïde menace la Terre. Scénario hollywoodien. Voilà la musique d'Aerosmith, forcément. Quand on parle d'Armageddon, histoire d'ouvriers du pétrole, de foreurs envoyés sur un astéroïde pour y enfoncer une bombe et éviter la fin du monde, un astéroïde a donc été repéré fin décembre, étudié, scruté depuis. Vous voyez sa trajectoire, c'est lui là qu'on voit dans la petite bulle verte. Cette trajectoire calculée. À l'origine, il y avait à peine 1% de chance qu'il nous percute, mais à force de calculer, ça vient de grapper un 2%. Ah ça peut régler tous nos problèmes. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, annonce qu'elle va utiliser le télescope spatial James Webb pour le braquer vers l'astéroïde. Alors, ça ne sera pas avant 2032 qu'il nous percuterait. C'est quand même un bestiau. Pas toute la Terre qui serait concernée. C'est 40 à 100 mètres, ça veut dire que ça peut raser une ville entière et sa banlieue. Sauf que sur Terre, il y a surtout des endroits vides. Il y a peu de chances qu'il touche un lieu habité. Et surtout, on a une solution avec la mission DART qui avait été lancée il y a 3 ans maintenant. La NASA a fait s'écraser un engin spatial sur un astéroïde pour en dévier la trajectoire et ça avait fonctionné. Donc voilà, on sait comment faire maintenant. Je précise enfin, la communauté qui regarde de près tout ce qui est autour de la Terre a repéré un autre astéroïde qui semblait poser problème. En fait, c'était la Tesla qu'Elon Musk avait envoyée dans l'espace il y a plus de 7 ans et qui a un peu dévié de sa trajectoire.
Mais moi, Pas d'inquiétude de ce côté-là. Non, la Tesla, elle sera désintégrée. Bon, il nous reste combien de temps pour lutter contre l'astéroïde? Ah, 2032, l'astéroïde. 2032, voilà. Donc JH, année moins... 7, ah oui, donc ça vient vite. J'aurai le temps de revenir. Voilà, merci Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Merci, cher Pierre Aski. Dans un instant...